Moi, je suis là pour vous parler un petit peu de la perspective de la science politique, la sociologie, de dire enfin, qu'est-ce qu'on entend par consommer autrement, comment on l'a étudié, qu'est-ce que nous montrent les recherches là-dessus. Voilà. Donc, probablement consommer autrement, c'est pas consommer comme dans ce cas de cette image que j'ai mis là, mais c'est justement quelque chose d'un peu différent, hein. Donc, il y a beaucoup de termes différents, je crois, qui désignent quelque chose qui est finalement plus ou moins pareil. Donc, on a parlé beaucoup de consommation engagée, consommer autrement, les consommateurs, la consommation politique aussi. Et tous ces termes, je crois, ils ont peut-être depuis une dizaine, quinzaine d'années, on en parle beaucoup. Donc on dit il y a de plus en plus, c'est quelque chose qui se développe, il y a de plus en plus de consommateurs qui veulent être des consommateurs, hein. Et donc qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Donc l'idée c'est qu'on tient compte de la politique derrière les produits. Donc qu'est-ce qui se passe derrière les produits, quel est le processus de production, etc. Donc ça, vous le savez tous. Donc l'idée c'est, là c'est une manière assez englobante de voir la chose, donc c'est acheter en prenant en considération les enjeux sociaux, environnementaux, éthiques, politiques, etc. Donc ça englobe à la fois le local, le bio, le commerce équitable, etc. Donc tout ce qui va au-delà de la qualité et du prix, mais qui concerne les processus de production. Et généralement on peut dire qu'il y a deux différentes manières de le faire, soit c'est le boycott, qui est donc le fait de ne pas acheter un produit parce qu'on n'est pas d'accord avec tel ou tel aspect de sa production, ou avec la marque, etc. Et le boycott, donc, qui est l'inverse du boycott, donc buy, donc on achète un produit justement pour des raisons éthiques, environnementales, politiques, etc. Et donc, scientifiquement, c'est étudié par... Évidemment, par le marketing, hein, parce que c'est devenu un marché. Donc, il y a les gens du marketing qui essaient de voir qui sont ces gens qui consomment éthique, mais aussi par la sociologie de la consommation et la science politique. Notamment en sciences politiques, donc on a commencé à s'intéresser à cette nouvelle manière de participer en politique par la consommation, donc ce qu'on a appelé le consumérisme politique. Donc aujourd'hui dans la présentation, je voulais parler donc d'abord un petit peu de manière générale de qu'est-ce que c'est la consommation engagée et quelles sont les différentes sources de cette consommation. Et puis donc on m'avait aussi demandé de vous dire quelques mots sur le domaine du textile en particulier, puisque j'ai travaillé un peu là-dessus. Donc là je vais prendre un petit peu cet exemple du textile pour l'aborder aussi un peu. Et ensuite, je vais revenir un peu dans une optique plus générale pour vous parler un petit peu des études qui se sont faites et qui peuvent montrer un peu le profil de ces consommateurs engagés, donc qui ils sont, quelles sont leurs motivations, et puis avec une perspective aussi un peu critique sur quels sont les obstacles et quelles sont peut-être les limites à cette idée de consommer autrement pour changer le monde. Donc je vous ai dit, consommer autrement, donc à la base, donc on peut le voir comme une pratique individuelle. Donc c'est les consommateurs, les consommatrices individuelles, ils vont au supermarché, ils portent le politique au supermarché, ils choisissent les produits selon donc leurs convictions politiques. Mais ça, je crois qu'on a très bien vu maintenant aujourd'hui avec les deux interventions avant moi. Il y a tout un travail collectif qui est en fait derrière et qui rend ces pratiques possibles. C'est marqué. Qui rend ces pratiques possibles. Donc on a vu par exemple les magasins du monde, on a vu la Fédération des romans des consommateurs. Donc ça, c'est des acteurs qui en fait donnent de l'information aux consommateurs individuels. Par exemple, de l'information, ou aussi créer l'offre, comme dans le cas des magasins du monde, qui permettent à nous, consommateurs, quand on va acheter, d'avoir un choix. Donc il y a la création de l'offre, il y a les informations, il y a aussi, donc là je vous ai mis un autre exemple donc, du domaine du textile, qui est la Clean Clothes Campaign, qui par exemple ce qu'elle fait beaucoup, c'est une évaluation des différentes marques pour donner une orientation aux différents consommateurs individuels. Et aussi, évidemment, pour mettre pression aux différentes marques pour changer leurs pratiques.
Donc là, vous ne voyez pas très bien, mais par exemple, là, c'est une évaluation que la campagne fait régulièrement pour donner des notes aux différentes marques. Donc, si on regarde donc, ce que c'est cette consommation engagée, on voit qu'il y a des sources multiples, je crois, aujourd'hui, qui créent cette offre et qui donnent aux consommateurs la possibilité d'être des consommateurs, de consommer autrement. Donc, la plupart de ces sources, enfin, beaucoup des labels ou des possibilités qu'on a aujourd'hui, ils prennent leur origine dans les mouvements sociaux, en gros, des années 70. Donc les magasins du monde est un exemple parfait de ça, mais aussi le bio. Donc toute cette idée dans ces mouvements sociaux de cette époque de changer les styles de vie pour changer le monde. Donc cette idée vient beaucoup de cette époque-là, et puis ça s'est institutionnalisé et ça a mené à la création de différents labels, de différentes filières, comme le commerce équitable, comme le bio, etc. Mais ce n'est pas pour dire que ça n'a pas existé avant. Donc il y a aussi des précurseurs qui vont beaucoup plus loin. Donc par exemple le mouvement coopératif qui existe déjà au XIXe siècle. Et puis il faut aussi dire que ça s'inscrit aussi dans toute une histoire de la mobilisation des consommateurs. Donc les associations traditionnelles de défense des consommateurs, comme la Fédération des consommateurs, se sont aussi saisis de ces aspects-là. Et donc ils n'étaient pas là au départ forcément, mais ils se sont saisis de ça après, et ils en ont fait aussi un enjeu important. Mais à côté de cette origine plutôt dans les mouvements associatifs, etc., il y a aussi, je crois, d'autres sources qui sont importantes d'avoir en tête. Et une source, je crois, importante, c'est les politiques publiques qui nous incitent à consommer durable, par exemple, et qui utilisent cette incitation comme un instrument de régulation, de politique. Un exemple qu'on connaît bien à Lausanne, c'est les taxes poubelles, par exemple. Donc les taxes poubelles, c'est une taxe qui finalement a pour but que les gens ils adaptent leur consommation, donc qu'est-ce qu'on achète, et pour limiter les déchets, pour avoir un impact environnemental plus réduit. Ou le recyclage, etc. Donc il y a beaucoup de politiques publiques qui utilisent le levier du consommateur. Et puis, il y a aussi donc, un marché éthique qui s'est créé. Donc là, on n'est plus tellement dans les mouvements associatifs, ni dans le politique, mais on est plutôt dans des entreprises, peut-être sociales, mais peut-être aussi simplement des entreprises qui ont découvert ça aussi comme un marché, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui veulent acheter éthique. Donc, on va chez Starbucks, on peut acheter du café équitable. On va à McDonald's, ils nous disent, oui, l'élevage des vaches respecte certains critères, etc. Le Naturabi, il y a beaucoup d'exemples, évidemment, de ça, où on le trouve donc sur le marché tout à fait commercial, normal, mainstream. Et donc, tout ça ensemble fait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de manières différentes de consommer autrement, et d'être un consommateur engagé. Donc cet univers est peuplé d'acteurs très différents finalement. Et même au sein donc, de ce qu'on a vu avec le commerce équitable, par exemple, au sein de l'univers plutôt associatif, il y a différentes approches et ils ne sont pas toujours forcément d'accord entre eux, etc. Et ça crée donc aussi donc ça fait à la fois un univers divers et ça crée aussi, je crois, parfois un peu c'est difficile parfois de se retrouver dans cet univers. Donc, alors maintenant je voulais vous parler, donc là, pour donner un exemple, donc cet univers différencié, donc les vêtements éthiques, je crois que c'est un exemple très parlant par rapport à ça. Donc dans le domaine donc, du textile, il n'y a pas vraiment un standard accepté par à la fois les acteurs associatifs et l'industrie pour dire quand est-ce qu'un produit textile répond à tous les critères sociaux et environnementaux. Donc, il y a quelques initiatives qui sont assez globaux, qui essayent
de contrôler les conditions de production sur les filières. Donc, par exemple, le Fairware Foundation, donc ça, c'est quelque chose qui s'est créé à partir de ces campagnes Clean Clothes qui ont fait, donc, qui ont pour but donc d'améliorer les conditions de production dans l'industrie du textile. Mais généralement, ils ne sont pas très connus par le grand public. Donc, après, ce qu'on a, c'est... Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé là avec ces caractères. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de labels de produits qu'on trouve à la fois chez les grandes marques, hein, des labels bio, par exemple, et de commerce équitable, et toute une série d'autres labels donc, qui concernent certains produits, un tel t-shirt, tel vêtement. Et puis, donc, ça, c'est au niveau des grandes marques. Hein. Donc, on trouve ça à la fois à la Migros, à la Coop, chez H&M. Donc, ce n'est pas du tout limité à des producteurs auxquels on pense quand on pense à un producteur éthique. Mais après, on a aussi un marché de niche qui s'est créé pour la mode éthique autour de petits producteurs qui se sont dit, tiens, moi, si je veux faire des vêtements, je veux le faire de manière éthique, donc je le fais avec du coton bio, je le fais équitable, etc. Donc ça, on le trouve aussi. Et là, c'est plutôt des petits producteurs. Et là, ça englobe aussi différents aspects. Hein. Et donc, ce qui est important, là encore, ça c'est un peu... Je crois que c'est un problème avec le PowerPoint. Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a différentes approches. Une approche, c'est de dire toute une marque ou tout un magasin, donc un magasin X, la Migros par exemple, toute la gamme des produits, tous les textiles qu'ils vendent respectent certains standards minimaux. Hein. Donc ça, c'est une approche. Et une autre approche, c'est de dire, voilà, il y a certains labels, certains produits dans ce magasin qui respectent des standards plus élevés que d'autres, par exemple, qui sont bio ou qui sont équitables. Mais à côté de ça, vous pouvez aussi acheter quelque chose qui ne respecte pas du tout ces conditions. Donc, par exemple, à la Coop, il y a un label qui est très bien, qui est Naturaline, donc qui est bio et qui est équitable. Mais à côté de ça, vous pouvez aussi acheter des chaussettes à bon marché, prix garanti, pour lesquelles vous n'avez aucune indication finalement. Donc il y a différentes approches là derrière. Voilà, donc ça, si vous avez plus de questions sur le domaine du textile, je peux en parler un peu plus, mais pour l'instant, je voulais plutôt prendre le temps pour vous donner une image encore un peu plus globale sur les études sur la consommation engagée, politique. Donc, si on s'intéresse un peu à qui sont ces producteurs et ces consommateurs, tout d'abord, là, c'est pour vous montrer que si on regarde différentes études qui se sont faites depuis les années 70, on voit qu'il y a une croissance. Donc là, vous avez le boycott, qui est la seule chose qui a été demandée de manière régulière dans des études sur le boycott, donc acheter un produit pour des raisons éthiques. On n'a pas vraiment de données de sondage avant les années 2000 parce qu'on ne s'intéressait pas vraiment à ça. Ça n'existait pas vraiment comme concept à cette époque-là, ou pas pour ceux qui ont fait ce genre d'études, en tout cas pas. Mais pour le boycott, par contre, on avait déjà des données. Et puis donc là, par exemple, on voit que depuis les années 70, c'est au niveau, c'est beaucoup de pays mis ensemble, il y a quand même eu une croissance. Donc c'est quelque chose qui semble devenir de plus en plus important. Après, là, je vous ai mis deux. Donc moi, j'avais étudié un peu la Suisse et la France par rapport à ça. Et donc là, on a aussi des données pour un sondage de 2002 pour voir comment... Donc là, on a demandé aux gens, est-ce que dans les 12 derniers mois, vous avez boycotté un produit et puis, est-ce que dans les 12 derniers mois, vous avez boycotté, donc acheté pour des raisons éthiques, sociales, environnementales, un produit et donc là, vous voyez que donc en blanc, c'est le boycott. En noir, le boycott, et puis le gris, c'est donc les deux ensemble. Et on voit qu'il y a, par exemple, là, en Suisse, c'est plus développé qu'en France, et notamment le boycott était beaucoup plus développé, en tout cas à cette époque-là, en 2002. Mais il y a quand même, dans les deux pays, il y a
25-30% des gens qui répondent oui, qui font ça. Voilà. Mais après, par rapport à ces chiffres, on ne sait pas s'ils le font de manière régulière, combien de fois, etc. Donc ça, je vais en parler un petit peu encore. Une autre indication pour dire que c'est peut-être quelque chose qui est qui s'est beaucoup développé, c'est les ventes de Max Havelaar là. Donc là, à nouveau, on voit une grande différence entre la Suisse et la France. Hein. On voit qu'en Suisse, donc là c'est par habitant, volume d'achat, en Suisse c'est beaucoup plus élevé qu'en France. Maintenant, bon, là, on voit quand même qu'il y a aussi une tendance et je crois qu'aujourd'hui les différences ne seraient plus tellement élevées. Et puis on voit aussi qu'il y a il y a une tendance à la stagnation, donc il y a peut-être un seuil qui est atteint et je crois que ça s'est confirmé depuis. Qu'il y a un seuil à un moment donné qui est atteint et puis certains produits se développent encore parce qu'ils sont nouveaux, mais pour d'autres, on n'arrive pas tellement à aller au-delà de ce seuil. Alors maintenant, qui sont ceux qui disent acheter donc faire du boycott ou faire du boycott? Donc là, la première chose ne devrait pas vous étonner trop si vous regardez un peu autour de vous. Donc il y a plus de femmes qui font ça que d'hommes en général. Et donc ça m'a frappé là quand j'étais ici parce qu'effectivement on voit que le public ici est aussi très féminin. Donc c'est quelque chose que, toutes les études montrent ça. Bon, c'est pas une différence aussi frappante qu'aujourd'hui dans le public, mais il y a quand même une différence. Donc les femmes le font plus régulièrement. Après aussi, ce que ces études montrent, c'est que les gens qui disent boycotter ou boycotter en général sont des gens plutôt, j'ai mis là, politisés, donc des gens qui sont engagés politiquement, qui font partie aussi d'associations, qui votent, qui s'intéressent à la politique, etc. Cette question est importante parce que il y a toujours un peu aussi l'idée ou la critique possible de dire finalement ces gens, il y a un peu un décalage après entre les gens qui font la politique et puis les gens qui s'intéressent que à leur vie privée et puis essaient juste de... Mais là, on voit qu'en général, les gens qui s'intéressent à ça, qui font attention dans leur pratique de consommation, c'est aussi des gens qui, par ailleurs, sont engagés politiquement. Après, on voit aussi qu'il y a quand même un petit peu... un clivage un peu plus de classe, je dirais. Donc il y a les gens qui font ça, en général, ont une formation supérieure plutôt, donc sont avec un capital culturel, éducatif assez élevé, et puis aussi plutôt avec un revenu élevé. Hein. Donc, c'est des tendances qu'on voit très bien dans les études, les sondages sur les consommateurs qui disent être des consommateurs engagés. Et puis, ce qu'on voit aussi, et là, à nouveau, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est même pas du chinois, je ne sais pas ce que c'est. Donc, là, à droite, à gauche, vous voyez, là, à nouveau, c'est un sondage de 2002. Non, malheureusement, il n'y a pas vraiment de sondage comme ça, comparatif de différents pays, qui est plus récent. Donc c'est vraiment le seul que je peux utiliser là. Mais c'est frappant la différence entre les pays. Donc vous voyez que la Suisse figure parmi les champions de ce type de pratique, hein, de consommer autrement. En général avec des pays scandinaves autour, l'Allemagne, et puis après des pays latins sont beaucoup plus derrière. Donc qu'est-ce que j'ai mis là derrière ces flèches? D'une part, je crois, si je me rappelle bien, j'ai mis que... Enfin, ce qui est important là, donc c'est les contextes nationaux. Et puis, ce qu'on voit, c'est d'une part, je crois, ce qui compte, c'est l'offre des produits. Donc, dans ces différents pays, on a une offre éthique qui est très différente. Donc, dans les pays du Sud, latines, donc l'Europe du Sud, en général, les labels, par exemple, équitables, en tout cas à cette époque, étaient très peu développés. Le mouvement bio aussi, donc le bio n'était pas... On ne trouve pas tellement dans les grands magasins, par exemple, le bio. En Suisse, c'est l'exemple type où déjà, en 2002, déjà, le bio, on trouvait à la Coop partout, donc c'était très accessible. Et donc ça joue certainement un rôle très important. Et l'autre, c'est aussi peut-être une certaine conception de la citoyenneté qui est qui distingue peut-être les pays protestants, nordiques d'autres pays, de dire que
être citoyen, c'est aussi une responsabilité individuelle. Dans mes actes individuels, je dois aussi le mettre en œuvre. Peut-être il y a ça aussi. Quelques points en plus sur qui sont ils, elles, donc qui sont ces consommateurs. Donc, ce qu'il faut ce qu'il faut être conscient, c'est que dans ce type de sondage, on trouve en général un décalage important entre ce que les gens disent et ce qu'ils font effectivement. Donc c'est simple de dire pour un sondeur, oui, effectivement c'est très important pour moi, j'achète éthique, etc. Mais effectivement, quand on va acheter, c'est peut-être pas la même chose. Et les études de marketing, ils sont évidemment très conscients de ce genre de décalage parce que pour eux, c'est important de savoir vraiment si les gens le font aussi et s'ils ne font pas que le dire. Et les études en marketing sont plutôt sceptiques et disent, oui, c'est un peu un mythe, ce consommateur éthique, est-ce qu'il existe vraiment? Enfin, évidemment, il existe, mais est-ce que c'est vraiment un phénomène aussi grand que les sondages nous laissent croire parfois? Après, une autre question importante, sûrement, c'est est-ce que ce sont des pratiques régulières ou est-ce que ce sont des pratiques plutôt occasionnelles? Et je crois que là, il y a beaucoup de différences. Donc, il y a certains consommateurs qui sont très engagés et pour lesquels, évidemment, c'est toujours... ils font attention systématiquement. Et puis, il y en a certainement d'autres pour lesquels c'est plutôt quelque chose qui se fait de manière occasionnelle, de temps en temps, et qui répondent peut-être aussi à des stimulants. Enfin, si dans les médias, on en parle, s'il y a, par exemple, l'effondrement d'usines au Bangladesh il y a un an, à ce moment-là, les gens font plus attention. Mais est-ce que ça, après, ça reste quand on n'en parle plus tellement? Probablement pas. Puis ce qu'on voit aussi, c'est donc l'importance des pairs, donc les gens qui sont plutôt insérés dans des groupes, leurs amis, etc., qui font aussi attention. Donc là, on voit des pratiques plus régulières que ceux qui ne sont pas. Donc si tous vos amis sont végétariens, par exemple, c'est difficile de ne pas être végétarien. Si tous vos amis achètent toujours équitable, c'est difficile de dire « moi j'achète chez Denner », etc. Voilà. Donc ça, c'est ces contextes sociaux qui sont importants. Après, si on regarde un petit peu quelles sont les motivations des gens, quand est-ce que les gens achètent équitable, éthique, etc. Il y a une enquête, par exemple, qualitative, ethnographique, où un chercheur a suivi dans un quartier populaire à Londres, a suivi les gens quand ils sont allés faire les courses. Puis il y a aussi un aspect où il traite un peu de ce type de consommation vert ou socialement responsable. Et ce qu'il montre là, ce qui je trouve très intéressant, c'est que souvent les motivations sont assez englobantes. Puis les gens se disent, ils vont au magasin et puis ils se disent, tiens, je veux faire quelque chose de bien aujourd'hui, donc je vais acheter quelque chose d'équitable parce que je sais que c'est important et donc je vais faire quelque chose de bien. Mais se faire quelque chose de bien, moralement bien, ça peut aussi être, je voulais acheter quelque chose pour ma nièce aujourd'hui, donc je lui ai acheté quelque chose. Donc ça peut rentrer dans ce même type de motivation. Donc c'est pas forcément des gens qui sont très forcément politisés, mais qui peuvent se dire, tiens, faire quelque chose de bien aujourd'hui, pour moi, c'est acheter équitable. Demain, c'est peut-être acheter quelque chose pour mon fils qui est là, qui me dit, tiens, achète-moi ça. Et puis, donc, si on est sur ces motivations, je crois que ce qui est aussi important d'être conscient, c'est qu'il y a des motivations effectivement très diversifiées. Et une chose qu'on voit souvent dans ce type de consommation, autrement, c'est que c'est à la fois des motivations pour autrui, donc qui sont peut-être des motivations qu'on trouve plus légitimes, mais c'est aussi pour soi-même. Et les produits qui marchent peut-être le mieux, comme le bio, c'est là où on a beaucoup de gens qui l'achètent aussi parce qu'ils croient que c'est mieux pour eux. Parce qu'on achète bio parce que on croit que c'est plus sain. Donc on l'achète finalement, ça rentre dans cette idée de consommer autrement, mais c'est aussi une motivation très... égoïste finalement parce qu'on veut avoir une vie saine. Voilà. Donc, mais la motivation, je crois que on peut pas dire, on peut l'acheter à la fois parce que c'est sain et parce que c'est bon pour l'environnement. Donc, ils peuvent être divers les motivations et on peut en avoir plusieurs à la fois. Alors, donc, pour finir, je voulais parler de quelques peut-être
points plus critiques et pour aborder un peu les limites de ce type de consommation, consommer autrement. Donc, la première chose, c'est qu'on peut dire qu'il y a peut-être derrière ça l'émergence d'une nouvelle norme de comment il faudrait consommer. Donc, quelle est la bonne manière de consommer? La bonne manière de consommer, c'est consommer autrement, c'est consommer équitable, c'est consommer bio, etc. Et si on met ça en lien avec qui sont les gens qui le font le plus souvent, et on voit qu'il y a quand même surtout des gens avec une formation supérieure, surtout des gens avec plus d'argent que d'autres, c'est aussi peut-être, il faut aussi être un peu prudent et se dire, voilà, pas tout le monde a les moyens de le faire, et peut-être derrière ça, il y a quand même l'imposition d'une norme de comment il faudrait consommer, et puis quelle est la manière légitime de consommer, de se nourrir, qui est imposée par par les classes moyennes, les classes plutôt dominantes de la société. Et ceux qui n'en ont pas les moyens, eh ben, voilà. Comme c'est souvent lié quand même au prix, c'est, je crois, un aspect qui peut être problématique. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi dans mon travail de terrain, c'est ce danger un petit peu peut-être quand même du repli sur soi-même, donc cette action privée de faire quelque chose par la consommation, qui parfois peut se jouer un petit peu contre l'action publique. Donc, du moment où il y a un marché de niche, par exemple, qui nous permet de satisfaire nos besoins de manière éthique, par exemple, je peux acheter bio, je peux acheter équitable, etc. Il y a un petit peu le danger que cette population-là qui s'intéresse à ça, peut-être se désintéresse après de faire changer ça de manière plus globale. Parce que, voilà, il y a l'offre qui est là. Et qu'est-ce qu'on... voilà. Mais est-ce que le marché de niche est forcément suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas... Bon, c'est pas pour dire que... Ouais, je sais que la plupart des acteurs collectifs par exemple du commerce équitable ou de cet univers de la consommation engagée, en général, sont très conscients de ça et font toujours à la fois un travail politique et essayent d'élever les standards, par exemple, sociaux et environnementaux partout. Et le développement de ce marché de niche. Donc ça peut aller de pair, mais il y a quand même cette tension un petit peu entre les deux. Troisièmement, et ça, Aline de la Fédération des consommateurs, Romande des consommateurs, l'a déjà pas mal abordé, c'est la question de, à la fois, où est-ce qu'on s'arrête, donc si on commence à se poser des questions sur ces pratiques de consommation, souvent on finit par dire, finalement je devrais peut-être consommer moins, et peut-être c'est encore mieux de ne pas consommer que de consommer équitable, par exemple, ou consommer bio. Et il y a aussi évidemment beaucoup de contradictions entre différents enjeux souvent, donc le bio et l'équitable. Est-ce que c'est bien d'acheter équitable quand ça vient du miel équitable, par exemple, de l'Amérique centrale, ou est-ce que c'est pas mieux d'acheter un miel... Il y a beaucoup de contradictions potentielles qui sont là, dont on est conscient, mais qui sont parfois un peu juxtaposées, et puis on n'arrive pas vraiment on ne fait pas vraiment le travail, ou c'est difficile de faire ce travail, de le mettre. Ça, on a déjà abordé aussi pas mal, donc ma collègue. Et dernier point que je voulais aborder, c'est l'absence d'alternatives dans beaucoup de domaines. Donc cette idée que c'est quand même quelque chose que même si on se sent peut-être autonome comme consommateur, tous ces choix dépendent beaucoup donc, de cette offre, donc du travail d'entrepreneurs, à la fois entrepreneurs de mouvements sociaux, pas seulement des entrepreneurs dans le sens de marque ou de producteurs, mais aussi donc, des campagnes de mouvements sociaux, etc. Donc, il y a beaucoup de domaines où il n'y a pas vraiment d'offres alternatives, toujours. Et il y a aussi peut-être certains aspects qui marchent mieux ou pour lesquels il y a beaucoup plus de choix. Et je crois que c'est notamment le cas en général pour le bio et l'environnement aussi, pour les raisons que c'est peut-être le marché le plus rentable.
Et après, d'autres aspects, les droits des animaux, le social, qui est généralement moins développé. Et donc, il y a là aussi des inégalités au sein de cet univers de la consommation engagée dont il faut tenir compte.